La séance est ouverte. Mes chers collègues, nous recevons Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail entre mai 2017 et juillet 2020 dans le gouvernement de Édouard Philippe, accompagnée de Monsieur Antoine Fouché, qui a dirigé son cabinet sur l'ensemble de la période. Madame la ministre, vous avez porté, à travers une série d'ordonnances publiées au journal officiel du 23 septembre 2017, une réforme substantielle du droit du travail. Les personnes auditionnées par la commission d'enquête ont régulièrement évoqué les dispositions de ces ordonnances, notamment celles relatives à la négociation collective dans l'entreprise, à la rupture conventionnelle collective RCC, à l'organisation des instances représentatives du personnel ou encore au licenciement pour motif économique. Il a donc semblé nécessaire que la commission puisse vous entendre. Un questionnaire faisant état des principales interrogations du rapporteur vous a été adressé afin que vous puissiez préparer au mieux cette audition. Madame la ministre, monsieur, je vous remercie de prendre le temps de répondre à notre sollicitation. Je vais vous passer, dans un premier temps, la parole pour une intervention liminaire de 10 minutes environ. Puis, nous procéderons à un échange sous forme de questions et de réponses. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes qui sont auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, Madame la ministre, Monsieur, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Merci beaucoup. Vous avez la parole pour une intervention liminaire de 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, d'abord, merci de me donner la parole dans le cadre des travaux de cette commission d'enquête. Je vais le faire avec clarté, avec franchise bien sûr, mais aussi avec la conviction que le cap que nous avons choisi en 2017 et depuis 2017 est le bon pour notre pays. Oui, certaines entreprises rencontrent des difficultés et il serait irresponsable de les ignorer. Mais il serait tout aussi irresponsable de passer sous silence les résultats tangibles, les signaux forts, les transformations profondes qui placent aujourd'hui la France parmi les grandes puissances économiques attractives, résilientes et socialement protectrices. La vérité, c'est que la France attire, la France innove, la France crée de l'emploi. Quelques faits et quelques chiffres le prouvent. Le taux de chômage est structurellement bas, à 7,4% selon le BIT. Je rappelle qu'il était de 9,4% en 2017 et que depuis 4 ans, il n'a pas dépassé 7,5%, ce qui n'était jamais arrivé depuis 40 ans. Le taux d'emploi est en hausse constante à 69,5%. Il a encore progressé de 0,4 points au dernier trimestre. C'est la traduction du fait que 2 millions d'emplois ont été créés depuis 2017. Et c'est de l'emploi qualitatif, beaucoup de CDI. Chaque année, depuis 2018, il y a plus de 4 millions d'embauches en CDI, sauf l'année du Covid, bien sûr. Jamais nous n'avions connu cela en France auparavant. Alors tout ça ne tient pas au hasard, ni à une conjoncture heureuse. Ça tient à des choix politiques assumés, à des réformes courageuses, à un engagement des partenaires sociaux et à une vision qui conjugue dynamisme économique et progrès social. Le dernier baromètre EY sur l'attractivité le prouve. En 2024, pour la 6e année consécutive, la France reste la première destination européenne des investissements étrangers, qui est un important facteur de création d'emplois. Dans l'énergie, 70 entreprises étrangères ont choisi notre pays cette année, participant à la transition écologique. Dans l'intelligence artificielle, ce sont 109 milliards d'euros qui vont être investis en France. Et 75% de ces investissements se font en dehors d'Île-de-France, irriguent tout le territoire. Entre 2017 et 2023, ce sont plus de 10 000 projets d'investissement étrangers qui ont vu le jour et qui ont conforté ou généré plus de 300 000 emplois sur notre sol. Alors, ajoutons à cela une résilience remarquable face à la pandémie. Les pouvoirs publics ont été au rendez-vous, vous vous en rappelez, pour les entreprises comme pour les salariés, avec des dispositifs de soutien sans équivalent en Europe, et c'est l'Europe qui le dit, notamment le PGE, le FNE et l'activité partielle.
Ces résultats, je le disais, sont le fruit d'une volonté politique, celle de faire de la France une terre de confiance pour investir, entreprendre et innover. C'est dans cet esprit qu'ont été conçues les ordonnances de 2017. Elles ne sont pas nées dans le secret de bureaux ministériels. Elles sont le fruit, l'été 2017, de plus de 300 heures de concertation avec les partenaires sociaux, de débats nourris, y compris au Parlement, et d'un dialogue exigeant. Ces ordonnances avaient un objectif ambitieux, assumé, profondément républicain. Transformer notre modèle social pour libérer les énergies, donner aux entreprises les moyens d'investir et d'embaucher, tout en renforçant la protection des salariés. C'est cette double exigence économique et sociale que nous avons portée et dont je suis fière, car je crois en une France qui attire, qui protège et qui agit. Et ce ne sont pas des mots contradictoires. Alors, attirer d'abord. Les ordonnances ont d'abord permis de lever un verrou qui pesait lourdement sur l'emploi dans notre pays. Grâce à un barème d'indemnité désormais impératif, nous avons apporté de la sécurité juridique et de la prévisibilité dans les relations du travail, tant pour les entreprises que pour les salariés. Aucun chef d'entreprise, et encore moins dans les TPE-PME, n'embauche en pensant à licencier. Mais l'incertitude sur le coût d'une rupture pouvait trop souvent décourager le recours au CDI. Ce barème a permis de lever cette peur d'embaucher, de libérer cette peur, en particulier dans les petites entreprises. Ce barème garantit aussi beaucoup plus d'équité pour les salariés, car il met fin à des écarts parfois injustifiables qui pouvaient aller du simple au quadruple pour le même préjudice d'un conseil du prud'homme à l'autre. Les plafonds fixés tiennent compte des décisions des dernières années, les planchers sont garantis, et ça c'est une nouveauté de l'époque, y compris pour les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté et ceux des très petites entreprises qui avant étaient exclus. Par ailleurs, les ordonnances ont corrigé une incohérence majeure de notre droit du travail. Désormais, le motif économique d'un licenciement est apprécié au niveau national et non plus à l'échelle mondiale d'un groupe. C'était une exigence de bon sens, de cohérence et d'équité. Car comment pouvait-on justifier qu'une filiale française, réellement en difficulté, ne puisse engager un plan de sauvegarde de l'emploi sous prétexte qu'une autre filiale ou que son groupe réalisait des bénéfices en Chine, aux États-Unis ou ailleurs? Cette logique n'était ni tenable juridiquement, ni soutenable socialement. En alignant notre droit sur ce qui pratique dans la majorité des pays européens, nous avons renforcé la crédibilité et l'attractivité de la France pour les investisseurs internationaux, sans renoncer à notre exigence de justice sociale. Mais les ordonnances ne sont pas une carte blanche. Elles ont prévu des garanties fortes contre les abus, en particulier contre les entreprises minoritaires, mais qui existent, qui chercheraient à organiser artificiellement la baisse de leur activité en France pour contourner le droit du travail. Les outils de contrôle et de sanction ont été renforcés. Il ne s'agissait pas de faciliter les licenciements, au contraire, mais de mieux encadrer ceux qui sont justifiés et de sanctionner ceux qui trichent. Deuxième point, protéger. Nous avons voulu renforcer les droits réels, concrets des salariés. Je ne vais pas développer la révolution du télétravail que nous avons encadré juridiquement, ça a beaucoup servi en 2020, mais ce n'est pas le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Nous avons abaissé le seuil d'ancienneté ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement. Il est passé d'1 an à 8 mois. Et mieux encore, ces indemnités ont été revalorisées de 25% pour les 10 premières années. Ça n'est pas un symbole, c'est un progrès social tangible et c'est une demande forte des partenaires sociaux. Protéger, c'est aussi faire preuve de réalisme et de respect envers la vie des salariés. C'est ce que nous avons fait en clarifiant l'obligation de reclassement, qui existait déjà, dans le cadre d'un licenciement économique. Nous l'avons conservée, mais clarifiée. Désormais, cette obligation s'applique au périmètre national. Contrairement à certaines idées reçues, ce n'est pas un recul, c'est une protection renforcée. Pourquoi ? Parce que proposer à un salarié français un poste à l'autre bout du monde, sans tenir compte de ses attaches, de sa famille, de ses contraintes personnelles, ce n'est pas une solution de reclassement. Cela revenait trop souvent à dissimuler l'absence de propositions ou d'alternatives réelles. En restreignant cette obligation au territoire français, nous contraignons l'employeur à formuler des offres qui sont acceptables, crédibles, compatibles avec la vie du salarié. Cela rétablit une forme d'honnêteté dans le dialogue et évite des démarches qui relevaient plutôt de la mise en conformité formelle plutôt que d'une vraie volonté de reclassement. Enfin, troisièmement, agir. Agir, c'est faire confiance aux acteurs de terrain. C'est croire que la norme sociale ne peut pas être pensée simplement depuis un lieu. Elle ne peut plus être pensée depuis un centre unique. Elle doit se construire au plus près des réalités de chaque entreprise, de chaque secteur, de chaque territoire.
C'est tout le sens de notre choix en faveur de la négociation collective à tous les niveaux. Je rappelle que le texte des ordonnances, le titre de cette loi, c'est la loi pour renforcer le dialogue social. Nous avons eu une négociation plus vivante, plus pertinente, plus stratégique, et les ordonnances de 2017 ont redonné aux syndicats un véritable pouvoir d'action. Elles leur ont permis de créer une représentation des salariés sur mesure, mieux adaptée aux réalités des entreprises d'aujourd'hui, qui ne sont pas toutes calquées sur le modèle hiérarchique traditionnel et qui ont des différences sectorielles ou de taille très importantes. Là où il n'y avait parfois pas de représentation du tout, il est même désormais possible d'installer un dialogue social constructif et réaliste. Au-delà de cette flexibilité nouvelle, nous avons doté les partenaires sociaux d'outils pour prendre part aux décisions stratégiques, pour anticiper les transformations, pour construire des accords durables et équilibrés. En d'autres termes, nous avons fait des représentants des salariés des véritables coacteurs de la vie d'entreprise sur le plan social et économique. Et le résultat est là. Alors que le flux d'accords était entre 40 et 50 000 par an avant, on n'a jamais autant négocié aujourd'hui dans notre pays. En 2023, et ça a commencé dès 2018, la progression, en 2023, 84 990 accords collectifs ont été conclus, et surtout, près de 30 000 l'ont été dans des structures de moins de 50 salariés. C'est un signal fort, un changement culturel profond. La négociation sociale n'est plus réservée aux grandes entreprises et aux salariés des grandes entreprises. Elle devient un levier du quotidien partout. Et ça n'est pas une négociation de façade, car la majorité de ces accords portent sur des sujets structurants, l'épargne salariale et les salaires. Cela montre que le dialogue social s'empare des vrais enjeux de pouvoir d'achat et de redistribution de la valeur et de l'implication des salariés dans la performance de l'entreprise. On négocie sur ce qui compte, ce qui change concrètement la vie au travail et les revenus. Dans un monde traversé par des transitions profondes et de plus en plus rapides, technologiques, écologiques, économiques, nous avons besoin d'un dialogue social agile, réactif, mature. La réforme n'a pas affaibli le dialogue social, bien au contraire. Elle l'a responsabilisé, elle l'a renforcé, elle a fait le pari de l'intelligence collective. La force du modèle social français, c'est cette capacité à conjuguer la protection des travailleurs et la capacité d'adaptation des entreprises. Voilà le sens des ordonnances. Bâtir un droit du travail plus lisible, plus juste, plus efficace et, si j'ose dire, un droit du travail de la confiance. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Je vais vous poser une question, puis après, je transférerai la parole à Monsieur le rapporteur, qui, je crois, a un certain nombre de questions à vous poser. Vous avez mis en avant l'ensemble des travaux au travers des ordonnances que vous avez fait adopter pour développer, pour encourager le dialogue au sein des entreprises. Les entreprises, elles ont parfois des difficultés et les dialogues sont également renforcés en cas de difficulté. Mais je voulais vous entendre sur le fait que parfois on peut essayer d'anticiper les difficultés et essayer qu'elles n'arrivent pas au travers d'un dialogue qui pourrait être beaucoup plus en amont au sein des entreprises. Et actuellement, la présence des salariés au conseil d'administration reste relativement faible. Et ma question est celle-ci, est-ce que selon vous, il faudrait renforcer la présence soit de représentants de salariés, soit de représentants syndicaux au sein des conseils d'administration pour aller encore quelque part plus loin par rapport à ce que vous avez mis sur le dialogue au sein des entreprises? Alors, ça n'est pas dans le champ des ordonnances, mais c'est une vision plus prospective. Merci pour votre question. Alors, ce qu'on constate, c'est que le dialogue social amène la confiance d'un dialogue social renforcé et de la participation des salariés aux instances de direction. Les grandes entreprises qui ont un dialogue social avancé ont toutes les salariés dans leur conseil d'administration. C'est une pratique qu'on voit beaucoup dans les pays nordiques, qui est encore progressive en France. Je pense quelque chose qui aiderait ce mouvement, parce que tout ne peut pas être du point de vue de la loi, c'est qu'on fasse avancer aussi les sujets du partage de la valeur. Parce que si l'actionnariat salarié se développe, il n'y aura plus de débat sur la place des salariés dans le conseil d'administration. Je pense que c'est deux choses qui vont ensemble. Il faut travailler à la fois sur les droits de la représentation, mais aussi sur l'impact économique de ce droit. Je pense que ça fait partie des pistes sur lesquelles il y a encore des progrès à faire. Sur l'actionnariat salarié,
pour être bien sûr de vos propos, c'est bien entendu, si je crois bien, sur l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille finalement. Dès qu'il y a des salariés, voir comment on peut les intégrer plus au partage, quelque part, de la richesse créée par l'entreprise au travers de l'actionnariat salarié. Alors, je ferai juste une distinction quand la propriété de l'entreprise est un patrimoine familial dans une toute petite TPE. Là, c'est plutôt le partage de la valeur sous d'autres formes qui se développent et qui va se développer. Mais dès qu'une entreprise a un capital diversifié, je pense que ça a tout à fait du sens. Aujourd'hui, on constate quand même que c'est une tendance. Il y a une tendance dans ce sens-là, en tout cas dans les groupes européens et français. Ce n'est pas forcément le cas des groupes internationaux américains, par exemple, où la notion de dialogue social est très différente d'en Europe. En Europe, on a des différences entre pays, mais enfin, on a quand même, je pense, dans toute l'Europe, une conviction que le dialogue social est indispensable, il est nécessaire, et il contribue à la performance et à la cohésion de l'entreprise. Donc, je pense que c'est des pistes sur lesquelles il faut développer. À partir de quelle taille d'entreprise ou quelle nature de capital, ça, c'est des sujets qu'il faut creuser. Mais je pense que oui, ça a beaucoup de sens. Moi-même, j'ai été dans des dans des conseils d'administration où il y avait des représentants du salarié. Au début, certains actionnaires étaient un peu surpris. Après, ils s'apercevaient tous que c'était extrêmement précieux, parce qu'il y a une vision de l'interne que souvent les conseils d'administration n'ont pas. Alors, les conseils d'administration n'ont pas vocation à gérer ou diriger ou prendre des décisions sur l'interne. Mais on ne peut pas comprendre une entreprise si on ne comprend pas son corps social. Donc je pense que ça, oui, cette représentation doublée une augmentation de l'actionnariat salarié ou de toutes les formes de partage de la valeur, c'est deux choses qui contribueront à conforter ce qui était notre conviction dans les ordonnances de 2017, c'est que le rôle du dialogue social est un dialogue social et économique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé comité social et économique. On ne peut pas dissocier le social et l'économique. Pour faire le progrès social, il faut la dynamique économique réciproquement. Donc je pense que tout ce qui va dans ce sens-là, en termes soit de représentation, soit d'actionnariat salarié ou de participation, partage de la valeur, ce qui est logique, parce qu'une partie de la création de valeur, une partie importante, ce sont les salariés qui la génèrent. Donc c'est tout à fait logique. Mais on peut aller plus loin. On doit aller plus loin. Merci Madame la Ministre pour votre réponse. C'est vrai que parfois on a tendance à penser que ce sont des sujets qui sont différents, mais je pense qu'un meilleur dialogue permet d'éviter des difficultés de l'entreprise et donc permet d'éviter les PSE. Et que plutôt on accompagne, plutôt les salariés sont présents dans les décisions, quelque part, moins les difficultés des entreprises sont amenées à arriver. Allez-y, je vous en prie. Je me permets juste d'ajouter qu'aujourd'hui, la dimension de l'actionnariat salarié, c'est 600 000 salariés en France qui sont donc actionnaires de leur entreprise sur 21 millions de salariés du secteur privé. Donc ça n'est pas négligeable, ce n'est pas encore un mouvement d'ampleur. Il y a encore des progrès à faire. Monsieur le rapporteur, je vous en prie. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci pour votre présence. Cette audition, elle était indispensable. J'allais dire de façon un peu provocante, la parole est à la défense, parce que vous avez évoqué la question du dialogue social. Non, pas moi. Non, je ne suis que rapporteur, mais non, parce que, vous me permettrez cette boutade, parce que je me replongeais dans les comptes rendus d'audition que nous avons eus précédemment, et l'appréciation que vous formulez sur les effets en termes de dialogue social de ces ordonnances, elle a été contestée par d'autres personnes que nous avons auditionnées, et donc ça permet à cette commission d'enquête, évidemment, de bien faire la part des choses et d'essayer d'entendre aussi l'ensemble des points de vue, ce à quoi nous nous attachons avec Monsieur le Président depuis le début, et donc cette audition, elle est extrêmement précieuse, et je voulais commencer par vous remercier pour votre présence. Je disais, par une boutade, commencer par le dialogue social. J'ai noté, lors de la table ronde que nous avons eue avec des juristes le 1er avril 2025, je ne vous cite pas les organisations syndicales, il y aurait beaucoup à dire, mais elles ont globalement assez unanimement estimé que le dialogue social ne se portait pas bien dans notre pays aujourd'hui, pour le dire de façon extrêmement résumée. Elles ont pointé du doigt un certain nombre de dispositions qui viennent des ordonnances,
mais nous y reviendrons, si vous le voulez bien, ensuite dans le détail. J'ai noté que ces juristes nous évoquaient donc en début avril que le dialogue social est devenu une formalité, que le droit de la négociation est un droit d'adhésion, les délais sont trop courts pour un véritable rapport de force, que dans beaucoup de cas, le CSE est mis devant le fait accompli, etc. etc. Tout ça pour dire qu'il y a donc dans les interrogations de notre commission d'enquête aussi un état des lieux sur la réalité du dialogue social. Et donc ma première question assez concrète, en 2017, vous avez défendu les ordonnances, et je vous cite, au bénéfique à tous, expression que vous avez employée devant la représentation nationale, pour le renforcement du dialogue social, au nom d'une simplification, là aussi bénéfique à tous, avez-vous affirmé une deuxième fois dans votre propos à la tribune de l'Assemblée nationale. Pourtant, la fusion des instances représentatives du personnel, je voudrais qu'on commence par ça, a souvent conduit, et là aussi c'est un certain nombre d'auditions qui nous ont confirmé cela, à un affaiblissement du dialogue social de proximité. Avec le recul, ne pensez-vous pas que cette réforme a déséquilibré le rapport de force au détriment des salariés, notamment dans les petites et moyennes entreprises? Alors, quelques points d'éclairage. Le premier, je recite, encore une fois, on a quasiment doublé le nombre d'accords collectifs. Alors, dire que la négociation collective est en panne alors qu'elle a doublé, et pas sur des sujets mineurs, sur des sujets majeurs dans notre pays, j'ai un petit problème de compréhension de la cohérence. Factuellement, il y a beaucoup plus de négociations collectives qu'avant. Ça a bien donc permis ce renforcement. Le deuxième aspect sur la fusion des instances, c'est que c'était quelque chose qui était débattu depuis très longtemps. Quand, en 2010, j'ai fait un rapport sur bien-être et efficacité au travail au Premier ministre de l'époque, avec Henri Lachmann, le patron de General Electric, et Christian Larose, bureau confédéral de la CGT. Nous avions tous constaté qu'un des sujets, par exemple, qui faisait qu'on ne prenait pas suffisamment bien la santé au travail en France, et c'est le cas, on voit à quel point on a été en retard longtemps sur ce sujet-là, c'est justement l'émiettement des instances. Parce qu'en fait, il y a des instances pour parler de l'économique, des cas individuels, de la santé. Donc, en fait, dans l'entreprise, il n'y avait pas de représentants du personnel qui avaient la vue d'ensemble. La DRH, le directeur général, l'ont. Mais ce n'était pas symétrique. Et donc, nous avons, dans les ordonnances, décidé de renforcer le pouvoir de négociation d'une instance, mais en faisant une instance unique, qui a évidemment beaucoup plus de poids. Je peux vous confirmer que les chefs d'entreprise la prennent beaucoup plus au sérieux, parce qu'ils ont accès à tous les dossiers économiques, ils ont accès aux dossiers sociaux, ils ont la santé au travail, qui est, outre l'aspect humain, qui est fondamental, est un révélateur souvent de dysfonctionnement du management, de l'organisation, et c'est en allant vers ces causes-là qu'on peut le régler. On ne peut pas le régler sinon. Donc, en fait, cette vision plus holistique, alors, dans certaines entreprises, les partenaires sociaux s'en sont complètement saisis. Il y a des accords, d'ailleurs, très innovants. C'est un changement culturel. Ça ne se fait pas en un jour. Je dirais que ça, c'est basé sur l'idée que l'approche contractuelle, l'approche de la négociation, est quelque chose qui crée de la norme. Et c'est reconnu, d'ailleurs, par le Conseil d'État à la Cour de cassation. C'est une norme sociale. Ça contribue à la norme sociale, bien sûr, dans le cadre défini par la loi. C'est dans ce cadre-là, mais ça contribue à cette norme sociale. Et on le voit, par exemple, sur la santé au travail. Maintenant, il y a des commissions au sein des CSE sur la santé, mais c'est très différent d'une instance complètement à part, qui n'avait quasiment pas de communication et qui n'avait pas de moyens d'action sur les autres représentants du personnel. Donc, je pense que c'est un travail de longue haleine, parce que c'est aussi un changement de la culture de la négociation. Mais je constate, un, qu'il y a plus d'accords, deux, ils sont sur le double, deux, ils sont sur des sujets très structurants, et trois, des sujets très sensibles et très importants, comme la santé au travail. Ça permet de faire des progrès. Alors, il y a certaines entreprises où ça a beaucoup, beaucoup changé. Il y a des entreprises qui avaient un nombre de comités, de sous-comités, de commissions extrêmement important. Donc, oui, ça a un peu bouleversé ça. Et puis, en même temps, il y avait d'autres choses dans les ordonnances qui essayaient de traiter aussi le sujet du souci qu'ont les organisations syndicales. C'est la relève. Il y a moins de candidats aujourd'hui pour être représentants. Ils font tous des difficultés à mobiliser les jeunes, à mobiliser les nouvelles générations. Donc il faut prendre l'ensemble du sujet, je dirais. Donc quantitativement, c'est sûr que la négociation collective progresse, elle double. Qualitativement, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises où il y a un vrai dialogue économique et social, ou social et économique, avec une vision holistique qui permet d'intégrer l'anticipation
vous l'évoquiez, Monsieur le Président, qui est quand même la clé, l'anticipation sur les difficultés ou les opportunités économiques de l'entreprise, et ça, au CSE, c'est traité. Les sujets de négociation, je dirais, habituels sur le plan social, et la santé au travail, qui était souvent à part. Donc, que ça prenne du temps, que ça ne soit pas parfait partout, alors ça, je vous le concède totalement, mais je pense que sur le long terme, ça permet, et ça permettra, j'en suis persuadée aussi de beaucoup de discussions que je peux avoir avec les partenaires sociaux aujourd'hui et sur le terrain, ça permettra un dialogue qui est renforcé, qui est plus stratégique, plus impactant et plus écouté. Merci. Donc vous considérez que l'idée selon laquelle, alors que les CHSCT avaient des pouvoirs propres, les CSE seraient noyés sous les compétences, vous paraît pas pertinente, quoi. Ce serait une forme d'exagération, en tout cas de mauvaise compréhension. Ça a élargi leur champ de compétences, mais pas en cumulatif. C'est qu'ils font le lien entre l'économique et le social. Donc c'est vrai que ça, au début, ça soulève des tas de questions de formation, par exemple. Le dialogue sur les sujets économiques, ça demande aussi de la formation pour pouvoir l'utiliser pleinement. Il faut aussi traiter de la santé au travail. Donc c'est une vision. Les négociateurs ont un champ plus large. Ils ont un champ plus large, mais où tous les sujets sont liés. Je reprends l'exemple de la santé au travail. Dans ce rapport qui est en ligne, qu'on a fait il y a 15 ans maintenant, malheureusement qui est encore d'actualité, on voyait que 80% des sujets qui font qu'il y a des problèmes de santé au travail ou d'accident au travail sont liés à des sujets d'organisation du travail, de management, qui relèvent de la direction générale. Ben ça, vous ne pouviez pas le voir dans un CHSCT. Vous pouvez le traiter dans un CSE d'aujourd'hui. Alors, encore faut-il, oui, petit à petit, que tout le monde puisse intégrer l'ensemble du champ. Mais ce n'est pas des additions de compétences, c'est une vision globale. C'est ça qui change. Et donc vous considérez que les CSE aujourd'hui ont assez de moyens et d'élus pour fonctionner et remplir leur rôle avec le plus d'efficience possible? Alors, comme on a essayé d'être logique, c'est justement une négociation, les moyens. Donc, il y a des entreprises où ça se passe très bien, des entreprises où c'est plus difficile. Mais ça, si on ne fait pas confiance aux acteurs du terrain, vous êtes sûr de ne pas progresser. En faisant confiance aux acteurs du terrain, il y a des endroits où ça va plus vite que d'autres. Donc, il y a des endroits, certainement, où les sujets de moyens, on peut certainement trouver des exemples où les sujets de moyens existent. Mais ça fait partie de la compétence de négociation. Et il y a d'autres endroits où le dialogue social a évolué, a changé et il est renforcé. Merci. Alors, on a aussi beaucoup abordé dans des précédentes auditions la question des barèmes d'indemnité prud'homale, vous vous en doutez évidemment, visant à sécuriser juridiquement les employeurs. Mais il ressort quand même de beaucoup d'auditions, et pour ne pas vous le cacher, une conviction personnelle, que ces barèmes a eu en réalité pour effet de banaliser les licenciements abusifs en les rendant prévisibles et non dissuasifs, et en permettant aux employeurs de les intégrer comme un coût anticipable. Est-ce que, avec du recul, vous ne considérez pas que cet effet qui était évoqué par les opposants à cette proposition a eu lieu, et qu'aujourd'hui c'est un outil de prévision du licenciement qui favorise les licenciements plus que les embauches? Alors, 2 points. La première, c'est que les ordonnances, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, ont été publiées le 23 septembre 2017. Et les mois qui ont suivi, avec mon équipe, on a un peu sillonné la France pour expliquer partout aux chefs d'entreprise, notamment les PME, aux salariés, aux syndicats, ce qu'on avait fait, pourquoi. Et après 300 heures de concertation avec les partenaires sociaux, je le rappelle, et des longs débats à l'Assemblée et au Sénat. Le mot qui revenait sur toutes les bouches des chefs d'entreprise, des TPE-PME, dont je rappelle que c'est plus de 50% de l'emploi en France, c'était « oh, on n'a plus peur d'embaucher ». C'était ça le terme. Il y avait un tel degré d'incertitude. Vous savez, l'insécurité juridique, c'est un frein à créer de l'emploi. Parce que ce sont des entreprises qui avaient des marchés potentiels, elles ne les prenaient pas. Elles ne les prenaient pas parce qu'elles avaient trop peur d'embaucher en se disant si un jour je perds des marchés que j'ai pu faire, je serai pour des années, parce que ça durait des années, avec une incertitude qui peut faire couler ma boîte devant une situation que je ne saurais pas gérer. Donc ça, c'est du côté des entreprises. Ça libérait
Et on l'a vu, hein, je rappelle, les 4 millions d'emplois en CDI, ça, en plus des emplois plus qualitatifs. On n'a jamais eu tant de CDI depuis ces ordonnances. Alors, c'est quelque chose qui ne protège pas si ça permet de créer plus de CDI. Voilà. Du côté des salariés, il y avait aussi des salariés qui ne recouraient pas au prud'homme parce qu'il y avait aussi l'insécurité juridique et il y avait aussi les délais. Quand vous n'avez aucune idée d'un conseil de prud'homme à l'autre, si vous allez avoir des chiffres théoriques, 100 ou 400, on parle de ces ordres de grandeur, pour le même préjudice, est-ce que vous vous lancez? C'est éprouvant hein, d'aller en justice, qu'on soit citoyen, salarié, aller au prud'homme, c'est pas une partie de plaisir, il faut aller défendre son sujet. Et donc, l'insécurité juridique, c'est quand même, je pense, ce qui est le plus paralysant. Les planchers qui ont été mis se sont appuyés sur l'expérience de ce que faisaient les prud'hommes. Ce pas des chiffres qui sont sortis d'un chapeau. On a regardé ce qu'ils faisaient les prud'hommes. Et en même temps, on a monté, comme je le rappelais, de 25% de l'indemnité légale pour les 10 premières années. Donc, en fait, on a fait en sorte que pour le salarié, ce soit plus sécurisant et qu'il ait, voilà, au total, avec l'indemnité légale qui augmente, des chances d'être mieux indemnisé. Alors, vous me direz, il y aura toujours quelques entreprises, mais quel que soit le dispositif, il y aura toujours quelques entreprises qui détournent les systèmes publics pour essayer de faire des choses qui ne sont pas ce que la puissance publique a voulu. À ma connaissance, sur ce sujet-là, c'est très minoritaire, parce que le chef d'entreprise ne passe pas sa journée à se dire quand est-ce que je vais licencier. C'est lui, c'est quand est-ce que je vais recruter, que je vais faire mon marché, que je vais réussir. S'il licencie, c'est qu'il y a un problème. Mais je pense quand même que ces minorités-là, bah oui, pour le coup, c'est pour ça qu'on a des instances aussi de contrôle, c'est pour ça qu'on a tout un dispositif, le droit du travail et ses instances et ses institutions sont là pour régler les cas qui ne seraient pas. Je rappelle aussi que pour les juges prud'homaux, c'était parfois très difficile de savoir, parce que ils viennent du monde professionnel, et ils n'avaient pas de point de repère. Le point le plus important dans tout ça, c'est que ça transformait ce qui était parfois un peu une loterie, pourquoi je serais indemnisé à tel niveau, selon l'endroit où j'habite, en une négociation. Beaucoup plus de médiation, beaucoup plus de négociation. Je pense que c'est plutôt avancé comme système social quand on a plus de médiation et de négociation, et moins quelque chose qui vous désécurise parce qu'il est incertain et que vous ne savez pas pourquoi finalement vous allez avoir plus ou moins que votre collègue qui n'est pas dans le même tribunal et qui, lui, pour le même litige, aura une somme tout à fait différente. Vous avez, je me permets de rebondir, évoqué des abus très minoritaires. Je prends votre terme exact. Est-ce que vous les avez, soit avant dans une étude d'impact, et surtout, enfin, non pas soit, mais et avant la publication des ordonnances, et par la suite dans le suivi de ces ordonnances, quantifier, estimer, je ne demande pas évidemment à l'unité près, mais donner un ordre de grandeur de ce que pouvaient représenter ces abus que vous qualifiez de très minoritaires? Ça n'est pas à moi de poser les questions, mais si j'avais une question à vous poser, je vous dirais, est-ce que vous connaissez un seul dispositif public, un seul, dans le domaine économique, fiscal, social, écologique, industriel, enfin bref, je ne vais pas faire toute la liste, sur lequel il n'y a pas des abus? Les abus, on sait les chiffrer une fois. Je pense que c'est très important, ces deux choses. Nous, on a bâti le système en renforçant le rôle des acteurs. Ça fait une grosse partie, c'est de la régulation par les acteurs. Un conseil des prud'hommes, ce sont des acteurs patronaux et syndicaux. Ils régulent, ils regardent le dossier. Donc, logiquement, si une entreprise abuse et fait n'importe quoi, ou le côté patronal, parfois, ou le côté syndical de salariés va s'en apercevoir. Alors, il peut y avoir les quelques-uns qui échappent gouttes, mais le fait de faire confiance aux acteurs, c'est un système de régulation. Et puis après, il y a le contrôle a posteriori, et là, c'est le rôle de l'administration, de l'inspection du travail. Mais le gros de la régulation, je crois vraiment à la régulation par les acteurs. Et c'est pour ça que le dialogue social est assez souverain dans ce dispositif, parce que avec l'angle de vue patronale, l'angle de vue syndicale, et dans les conseils du prud'homme, il ne faut pas croire que c'est toujours les patrons qui défendent les patrons, les organisations syndicales, les syndicats, les salariés. Ce sont aussi des juges prud'hommes où ils essaient de se faire une opinion
Je pense que c'est à eux qu'il faut faire confiance. Vous m'avez posé une question, je vais répondre. Si le président m'autorise à inverser un petit peu l'exercice, c'est un plaisir. Oui, effectivement, beaucoup de dispositifs publics donnent lieu à des abus, mais je constate dans cette maison qui sont souvent l'objet de débats très approfondis. Quand il s'agit d'aide sociale et notamment d'allocation du RSA, on a des débats et le débat public tourne autour de quelques abus plutôt qu'autour des mesures en général. Je constate que là, c'est pas exactement le même angle de vue, effectivement. Et par ailleurs, là, on est sur des abus qui ont fait l'objet, pour m'être un peu replongé dans les passionnants débats que mes prédécesseurs, je crois que le président était là à l'époque, ont eu à ce moment-là, la question des abus, elle était posée comme une donnée d'interrogation ou de contestation de la mesure en elle-même. Et donc le suivi et le regard qu'on peut avoir sur ces abus peut être indispensable pour évaluer cette loi, dans la mesure où vraiment la question des abus possibles était au cœur du débat, et dans le débat parlementaire, dans le débat médiatique et politique à l'époque. Elle était une question centrale, notamment pour s'opposer, de la part de vos oppositions, à ces barèmes prud'homaux. Si je peux compléter ma réponse, mais les abus, vous pensez que dans un système où il n'y avait pas de borne, pas de plancher, pas de plafond, il n'y avait pas d'abus? C'était un système qui pouvait permettre beaucoup plus d'abus puisqu'il n'y avait pas de point de repère. Donc, un système qui a des planchers, des plafonds basés sur l'expérience et des acteurs responsables, patronaux et syndicaux qui régulent, on a quand même une double sécurité qui, mécaniquement, limite les abus. Elle ne peut pas les éliminer complètement, mais beaucoup plus que dans un système incertain. Vous m'avez cité, monsieur le rapporteur, et je vous le dis, moi je suis extrêmement fier quand je suis arrivé avec madame la ministre qui m'a fait l'honneur de venir à Cholet, à la CAIB, une entreprise qui fabrique des porte-fenêtres. Le taux de chômage était de 9,4% et aujourd'hui il est de 7,4%, ça veut dire 2 points de moins, pratiquement 25% de chômeurs en moins. Donc oui, je le dis, personnellement, moi je suis très satisfait de ce qui a pu être voté à l'époque. Et autant à l'époque, on pouvait discuter de l'efficacité des différents dispositifs qu'on votait, mais quand on voit les résultats à l'heure actuelle, les chiffres parlent par eux-mêmes. Maintenant, peut-être qu'on peut tout casser et revenir à 9,4% de chômeurs, mais je crois que quand on est élu et qu'il y a des résultats positifs, il faut savoir en être heureux. Après, est-ce qu'il y a quelques petits défauts à améliorer? C'est aussi notre rôle maintenant d'identifier, de voir ce qu'on peut améliorer. Mais améliorer ne veut pas dire casser. En politique, très souvent, on fait, on défait, on fait, on défait. Et à chaque fois qu'on fonctionne comme ça, on ne fait pas avancer notre pays. Je pense que là, c'est plutôt l'idée de dire ce qui a été fait peut-être améliorable, qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre plus efficace et passer demain, peut-être, j'espère, de 7,4% de chômeurs à 7 puis 6,5%. Je vous en prie, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Madame la ministre, grâce à vous, nous sommes déjà avec le président dans la discussion que nous aurons sur les conclusions de cette commission d'enquête. Vous nous êtes décidément très utile aujourd'hui. Simplement, je pense que vous évoquiez la situation précédente. Comme toutes les situations, d'ailleurs, comme tous les dispositifs, nul ne peut prétendre qu'elle était parfaite. Mais je crois qu'il y a une différence entre un plancher et un plafond, notamment dans la prévisibilité des choses. Mais je pourrais avancer quand même, parce qu'on a d'autres sujets à voir. Quand même une petite question sur la philosophie de votre action qui m'est venue pendant que vous évoquiez la confiance dans le terrain, la confiance dans la proximité, dans les situations, j'allais dire quasiment au cas par cas. Je vois, mais vous pourrez me corriger, une forme de contradiction entre une volonté à la fois de dire on veut libérer l'énergie localement, on veut faire confiance aux acteurs de terrain, et les juges prud'homaux auxquels vous avez rendu hommage, et je m'associe à l'hommage que vous leur avez rendu, à qui vous mettez un cadre contraignant, un barème, et donc un encadrement plus strict. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction entre cette volonté finalement de libérer l'approche de terrain, la pleine connaissance des situations dans leur singularité, et le fait de vouloir corseter avec ces barèmes? Alors, je pense d'abord, c'est un débat plus que philosophique, mais politique au sens très noble du terme. Il n'y a pas de démocratie sans règles. Enfin, je pense que l'Assemblée, tout le monde en est convaincu. Vous êtes des acteurs majeurs sur ce sujet-là. Donc, la règle, il y a une différence entre une règle qui vous dit ce que vous devez faire par le menu, dans le détail et chaque jour. Ça s'appelle la bureaucratie, ça s'appelle plus la démocratie vivante, et des points de repère, des encadrements, à l'intérieur desquels et mon propos n'est pas que pour les partenaires sociaux, on peut dire ça de la décentralisation, on peut dire ça de plein de sujets,
à l'intérieur duquel les acteurs doivent avoir une marge de manœuvre importante pour pouvoir innover, s'adapter au terrain. Le terrain pouvant être le territoire, ça peut être un secteur d'activité, ça peut être une entreprise, ça peut être une branche aussi. On a aussi renforcé les pouvoirs de négociation des branches. Donc je pense que ce n'est pas contradictoire parce que même les prud'hommes disaient mais nous on n'a pas de point de repère. Ils constataient eux-mêmes a posteriori qu'ils avaient des pratiques très différentes les uns les autres, mais il n'y a pas de point de repère. Donc là, et encore une fois, donner de la visibilité, donner de la prévisibilité, c'est ce qui permet la confiance pour créer l'emploi. Je crois que ça, il ne faut pas oublier ça. Sans prévisibilité, sans un système juridique qui est anticipable, eh bien, les acteurs économiques et sociaux, ils ont le pied sur la pédale du frein. Parce qu'ils ont déjà tous les risques du marché, tous les risques du métier. Ils ne peuvent pas avoir en plus le risque juridique. Et si j'ose dire, c'est à nous, puissance publique, Parlement et gouvernement, d'établir ces règles qui permettent, dans ce cadre-là, une marge de manœuvre, de négociation qui est importante. Je l'ai dit et je le redis, qu'on a renforcé dans la négociation des entreprises, mais qui permet aussi l'équité. Moi, je crois que l'équité, c'est quand même l'équité fait partie de l'égalité, qui est notre devise, dans notre devise française. Et là, je pense que les justiciables, et finalement, au prud'homme, on est des justiciables aussi, ils trouvaient ça assez injuste. Encore une fois, pour le même litige, on n'est pas du tout les mêmes. Voilà, on ne pouvait pas obtenir la même chose. C'était aussi une question d'équité. Donc je pense qu'une règle qui donne de la marge de manœuvre aux acteurs, mais qui qui amène de l'équité, et qui est lisible et transparente et anticipable, c'est ce que dans tous les domaines on essaie de faire, dans tous les domaines juridiques. Les prud'hommes n'ont pas de raison d'échapper à cette approche. Oui, il me semble qu'il y avait quand même des points de repère qui étaient la jurisprudence. C'est-à-dire que l'employeur n'avançait pas non plus totalement à l'aveugle dans cette affaire. Il y avait une jurisprudence, comme toutes les jurisprudences, était consultable, anticipable aussi, sans vouloir dire que la situation antérieure était parfaite, mais on n'était pas non plus dans une situation d'imprévisibilité et d'insécurité juridique totale. Excusez-moi, une précision, parce que souvent la jurisprudence peut être normative dans certains secteurs. Avant les ordonnances de 2017, elle était indicative dans le cas des prud'hommes. Donc c'était juste une information. Donc ça ne permettait pas la prévisibilité. Bien, je me permets de changer de sujet, parce qu'il faut qu'on avance. La réforme du périmètre d'appréciation des difficultés économiques a permis à des filiales françaises d'entreprises florissantes à l'international de licencier plus facilement. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette logique reste compatible avec la protection effective de l'emploi sur notre territoire qui est affichée unanimement, je crois, par les acteurs publics, aujourd'hui comme hier, comme une priorité absolue? Profiter pour licencier, j'avoue que c'est un vocabulaire, pour moi, j'ai du mal à comprendre, parce que, encore une fois, ce n'est pas le but des entreprises. Leur but, c'est d'avoir des marchés performants, de réussir, d'embaucher, de générer plus de revenus et de se développer. C'est ça le but d'une entreprise. Donc, le but n'est pas de licencier. S'il y a licenciement, si une entreprise est gérée normalement, c'est parce qu'il y a une difficulté économique. Le périmètre précédent, il avait deux problèmes. Enfin, le périmètre flou et donc international. Premièrement, le cadre du reclassement et le périmètre d'appréciation du motif économique n'étaient pas le même. C'est-à-dire qu'on demandait un reclassement ourbi et tourbi. Il fallait faire des propositions dans le monde entier. Mais moi, j'ai vu des salariés, mais c'était honteux. On leur proposait quelque chose en Asie du Sud-Est à des salaires dérisoires, mais l'entreprise elle avait respecté la loi, elle avait fait des propositions. Parce que le périmètre de reclassement ne correspondait pas au périmètre économique. Le périmètre économique, c'est l'entité juridique. L'entité juridique, c'est la filiale, en général, qui est l'entité juridique. C'est normal que dans un très grand groupe, il y a beaucoup de grands groupes et on peut s'en réjouir en France, en général, les grands groupes français, ils ont à peu près 10% de leur activité en France, hein, 90%. Et en général, les profits principaux qu'ils font, ça n'est pas en France. Mais ils restent en France. Il faut quand même le savoir.
dans ces groupes-là, si une entreprise est en difficulté, qu'elle soit en Pologne, en Chine ou en France, c'est au niveau du périmètre de cette entité économique, c'est l'entité économique et juridique, que va être apprécié le motif économique. Mais en quoi ça aiderait l'entreprise de Cholet si il y a, je sais pas, à Jakarta et dans le monde suffisamment d'autres filiales qui marchent bien pour que le groupe ait des moyens. Mais ça ne va pas sauver l'emploi de Cholet. Si c'est quelque chose qu'on ne fabrique plus, sur lequel il n'y a pas de marché, l'emploi, il faut qu'il y ait une réalité, d'activité. Si l'activité disparaît, si l'activité n'est plus rentable, qu'elle permet plus qu'on ne peut plus la faire, eh bien le fait que le groupe fasse des bénéfices par ailleurs ne va pas résoudre le problème des salariés et l'entité concernée. En revanche, je pense que, et c'est ce qu'on a voulu dans les ordonnances, je l'évoquais tout à l'heure, on a voulu renforcer l'obligation de reclassement. Et l'obligation de reclassement, c'est pour ça qu'on a voulu harmoniser le périmètre du motif économique et de reclassement, pour que le reclassement, il y ait des propositions concrètes et réelles dans le pays, en France. Parce que comme je le disais, quelquefois, c'était pour la forme, on fait des listes d'emplois que personne ne prendra jamais. C'est très humiliant pour un salarié, à qui on propose, comme s'il n'avait pas de famille, pas de savoir-faire, on lui propose un emploi à l'autre bout du monde. Quand c'est en France, surtout si le groupe va bien par ailleurs, il a peut-être d'autres filiales. Alors là, l'obligation de reclassement, elle devient beaucoup plus forte. Et je pense que c'est pour ça que dans la pratique, 99,99% des gens souhaitent retrouver un emploi dans leur propre pays. Les quelques-uns qui préféraient aller, là, il y a toujours des solutions. Mais je pense que c'est respectueux des salariés d'obliger l'entreprise, finalement, à faire des propositions de reclassement dans le pays. Et on a voulu harmoniser les deux. Et les micros ne peuvent pas fonctionner ensemble. C'est une maison où on s'écoute parler, comme chacun le sait. Vous venez d'évoquer des propositions de reclassement indécentes, si je puis dire, effectivement, au bout du monde, faisant fi de la réalité de la vie des personnes à qui elles étaient proposées. Est-ce que vous avez, avant les ordonnances et la publication des ordonnances, des statistiques, des informations là-dessus, sur la part que cela pouvait représenter? Parce que vous semblez décrire ce phénomène comme courant. Est-ce qu'il était fort, élevé? Voilà, sur quoi vous appuyez-vous comme données pour le mettre en avant? Alors, en fait, c'était l'obligation légale de le faire. C'est là que c'était troublant. Donc, moi, tout ça il y a 8 ans, donc je n'ai plus tous les chiffres en tête. Mais c'était pas indécent de leur part. C'était le respect de la loi. Quand la loi est un peu absurde, c'est la loi qu'il faut changer. Maintenant, elles n'ont plus d'excuses. Mais et elles doivent reclasser, aider les salariés à se reclasser. Mais comme c'était l'obligation, une entreprise qui ne l'aurait pas fait, qui n'aurait pas fait ces propositions un peu absurdes, elle aurait été dans l'illégalité, parce qu'elle devait faire les propositions dans le monde entier. C'était la loi. Je reviens encore sur quelque chose que vous nous avez dit au tout début de votre réponse. Vous avez évoqué les entreprises et leur volonté, disiez-vous, d'embaucher. Voilà, que la question du licenciement n'était pas un objectif. Donc pour vous, il n'y a que des licenciements motivés par un impératif économique. Le licenciement pour partager plus de dividendes à ses actionnaire n'existe pas. Le licenciement boursier n'existe pas. Voilà, il n'y a que du licenciement vraiment sous la contrainte, et les entreprises seraient toutes mues d'une volonté absolue d'embaucher. Alors, déjà, on est dans le champ des licenciements collectifs, juste pour dire que voilà, on n'est pas en train de parler des licenciements individuels, qui est un autre sujet. Sur le plan collectif, il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'entreprise peut être amenée à faire un plan de licenciement. Et on revient au sujet de l'anticipation. C'est là où l'anticipation peut changer beaucoup les choses. Il y a le sujet, évidemment, de la difficulté économique, qui est le cas, qui est un cas évidemment, celui-là qui malheureusement du coup arrive assez vite et peut être assez brutal, parce que si l'entreprise est en difficulté, elle n'a pas beaucoup de temps devant elle. Après, il y a les sujets de productivité, il y a les sujets de changement technologique, il y a les sujets d'évolution de marché.
Je vais prendre un exemple que vous connaissez bien, l'automobile. L'automobile, voilà, on va complètement transformer le parc automobile. Voilà, on ne fabriquera plus de pots d'échappement puisqu'on aura plus des... voilà, on passe à l'électrique. Je prends juste cet exemple-là parmi d'autres. Et en même temps, il y a l'intelligence artificielle qui arrive avec des changements technologiques. Donc, est-ce que demain, il y aura autant de salariés, et en tout cas certainement pas sur les mêmes compétences, plus l'entreprise s'y prend en amont, d'où je reboucle l'idée, il faut débattre de tout ça en CSE, plus les évolutions technologiques, les évolutions de marché sont anticipées, et plus ça peut faire l'objet de reconversion interne, de redéveloppement des compétences. Dans le cas des difficultés économiques, c'est souvent plus brutal, malheureusement, parce qu'on a moins de temps, et l'entreprise elle est en difficulté, donc elle a moins de moyens aussi. Donc oui, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il peut y avoir des plans de licenciement. Vous savez, quand on a fait, avec les partenaires sociaux, on a fait 2 voyages d'études avant de passer à la loi suivante, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. C'était Suède ou Danemark? C'était au Danemark. Un au Danemark et un en Suisse. En Suisse, c'était pour l'apprentissage. Et au Danemark, c'était sur ces sujets-là. Et dans les pays nordiques, ils ont une expression qui exprime ça. Il dit « We don't protect jobs, we protect people ». Donc, on ne protège pas les emplois, on protège les personnes. Personne ne doit être sans solution. Pourquoi? Parce que les emplois évoluent tout le temps. Et demain, avec la transition écologique qui transforme toutes les chaînes de valeur, avec l'intelligence artificielle qui va bouleverser et qui commence déjà à bouleverser plein de chaînes de valeur, avec les effets démographiques, on a le vieillissement de la population, donc il faut aussi faire évoluer les emplois. Et avec aussi le rapport au travail, notamment des jeunes générations, qui fait qu'on va aussi faire évoluer les emplois, parce que sinon, ils ne les prendront pas. Tout ça réuni, on ne peut pas faire arrêt sur image sur l'emploi. Jamais. Ça n'a jamais été possible. Mais là, je crains de dire que les bouleversements à venir vont être beaucoup plus importants. C'est pour ça que c'est important d'avoir des dispositifs qui permettent d'accompagner en cas de difficulté, mais aussi d'anticiper. Et moi, je crois que c'est pour ça que la clé, le pendant des ordonnances, c'est la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, parce que c'est tout ce qui est du côté de la formation. C'est indispensable. On va faire en moyenne une dizaine de métiers dans ces vies. Et 65% des emplois que font faire nos enfants n'existent pas encore. Donc, on voit bien qu'on ne va pas pouvoir figer l'emploi tel qu'il est. Par contre, il faut vraiment, alors là, c'est la responsabilité collective, de faire en sorte que personne ne soit au bord du chemin. Et c'est dans cet esprit-là qu'il faut que tous les dispositifs soient à la fois fermes sur l'intention, mais agiles dans la forme, pour qu'on puisse inventer, accompagner, anticiper toutes ces évolutions. Les entreprises de tout secteur. Et aujourd'hui, bon, l'intelligence artificielle va beaucoup toucher l'école blanc. C'est nouveau pour eux. Juridique, finance, RH, la supply chain, même les ventes, même le marketing. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres emplois qui se créent. Il y a autant d'emplois qui se créent. Mais il y en a beaucoup qui se transforment. Donc ce sujet de à quel moment on arrive à anticiper pour que ça ne soit pas des plans de licenciement collectifs, et à quel moment on ne peut pas complètement l'éviter, et il faut faire en sorte que ça permette la reconversion, c'est tout ça qui va être le sujet dans beaucoup d'entreprises dans les années qui viennent. C'est pas qu'on soit enregistré au compte rendu, non, mais je vous en prie. Justement, les ruptures conventionnelles collectives ont été saluées à l'époque par vous-même et par la majorité à laquelle vous apparteniez comme une alternative négociée au licenciement. Mais n'ont-elles pas aussi permis à certaines entreprises de contourner les obligations sociales d'un PSE en réduisant de fait les droits des salariés concernés? Alors, toujours la même philosophie. Le verrou de sécurité, c'est qu'il faut un accord majoritaire. Il faut un accord majoritaire. Donc ça veut dire que pour qu'un RCC existe, un accord de RCC, il faut que majoritairement les représentants du personnel les négocient et les approuvent. Donc ça, c'est un fort verrou de sécurité. Ceci dit, en fait, les RCC, il n'y en a pas énormément. Le dispositif a pris un peu, pas énormément. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle de votre point de vue, mais en tout cas, c'est un plus par rapport au plan de départ volontaire qui était très peu encadré.
les fameux plans de départ volontaire qui existaient avant, étaient peu encadrés. Là, le cadre est beaucoup plus précis, et encore une fois, il faut un accord majoritaire. Mais on n'est pas du tout dans l'ordre de grandeur des PSE. On est sur quelques dizaines, on doit en cumuler, on doit être en quelques centaines depuis le temps, mais on est plutôt à quelques dizaines par an. Donc c'est un dispositif qui reste relativement confidentiel. Mais, comme je disais, le verrou principal, c'est celui des partenaires sociaux, par un accord collectif majoritaire. Mais il y a un deuxième verrou, c'est celui de l'administration, qui valide l'accord. Et là, il y a un troisième verrou. C'est qu'en fait, on ne peut pas imposer à quelqu'un de partir de l'entreprise avec une RCC. C'est un cadre qui est négocié, et ensuite, c'est le salarié qui candidate. Il doit être volontaire. Donc, il y a quand même 3 sécurités. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il ne s'est pas beaucoup développé, parce que c'est assez exigeant. Donc, je pense que là, du point de vue des sécurités, qu'on avait beaucoup discuté avec les partenaires sociaux, triple sécurité, c'est assez tenu, je pense. Je vais rester dans les acronymes après les RCC, les APC, les accords de performance collective. La possibilité pour une entreprise de recourir à ces accords de performance collective pour baisser les salaires ou augmenter le temps de travail sans difficulté économique avérée interroge sur le sens donné à la négociation collective dont vous faisiez un objectif à travers ces ordonnances. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en libéralisant ces pratiques, vous avez affaibli la portée protectrice du droit du travail et que la négociation, qui était synonyme tout de même de progrès, a pu signifier un autre sens différent et devenu synonyme parfois de régression? Alors, c'est un peu la même réponse. Là aussi, il faut un accord majoritaire. En fait, quand on a discuté avec les partenaires sociaux, oui, pourquoi avoir plusieurs dispositifs? Parce que quelquefois, on a besoin de dispositifs différents pour répondre à des situations différentes. Donc les RCC et les APC n'avaient pas vocation à devenir des dispositifs qui allaient remplacer les PSE ou d'autres dispositifs. Mais quand il y a des décisions structurantes à faire, soit parce qu'elle est en difficulté, mais soit aussi parce qu'elle est en croissance. Il y a des entreprises qui utilisent l'APC en période de croissance et où il va y avoir beaucoup de transformations. La transformation dans une entreprise, c'est un gros bouleversement pour les salariés. Est-ce que mon job va rester? Est-ce que mon emploi va rester? Est-ce que je vais pouvoir me former? Est-ce que je vais pouvoir évoluer? Et donc, sur ce sujet-là, ça donne du coup l'occasion, à travers une négociation d'un accord majoritaire, d'avoir cette conversation, d'avoir cette négociation. Et je rappelle encore une fois que si un salarié refuse son application, c'est son choix personnel, mais l'employeur n'a aucun droit de mettre à la porte qui que ce soit qui accepte les termes d'un accord qui a été négocié majoritairement. Alors, moi, je fais confiance aux partenaires sociaux, donc je fais confiance à la négociation. Donc je pense que lorsqu'ils font un accord, ils pensent à l'intérêt court et moyen terme et long terme, c'est ça qui est intéressant dans l'APC, de l'entreprise, de l'emploi et des salariés. Vous n'êtes pas la seule, tout le monde a des difficultés avec le micro. On a eu un débat passionnant tout à l'heure, y compris avec le président, sur le bilan en matière d'emploi, qui est le vôtre, qui est celui du président de la République, de la précédente majorité. Et c'était l'objectif, l'un des objectifs de ces ordonnances, renforcer l'emploi en facilitant l'embauche. C'est en tout cas comme ça que ça a été annoncé. Bon, je ne veux pas ouvrir ici un débat qui est toujours long et pénible sur la réalité des chiffres du chômage, les radiations, etc. Ça nous entraînerait bien au-delà de l'heure prévue par cette audition. Cependant, 2 éléments qui m'interrogent et qui me permettent de vous interroger sur une nuance possible à cette affirmation du chemin vers le plein emploi, c'est la hausse des contrats courts et des temps partiels subis. Est-ce que ce ne sont pas des éléments qui, ces dernières années, viennent nuancer un peu le satisfecit que vous et d'autres attribuez à cette politique en matière d'emploi? Alors, un petit mot sur les chiffres quand même. Moi, j'ai cité le taux d'emploi, le nombre de personnes en emploi. Ça, des chiffres de l'INSEE, personne ne conteste, à ma connaissance. Et sur le chiffre du chômage, je n'ai pas cité les chiffres de France Travail qui sont très honorables, mais qui ont une responsabilité de gestion. Donc, c'est une approche différente. Et je trouve que pour se comparer internationalement, j'ai toujours cité, moi, ceux du BIT. Ceux que je citais, c'est ceux du Bureau international du travail, lui-même organisme tripartite. On retrouve les gouvernements, les partenaires sociaux, de patronat et syndicats, donc aussi de la régulation.
et qui, ma connaissance, c'est ceux qui sont utilisés par le FMI, par l'OCDE, au niveau, par l'ONU. Enfin, il n'y a pas vraiment de contestation, parce que c'est une approche différente. C'est pas sur une logique d'inscription. Je comprends le sujet sur l'inscription. Et justement, je pense que quand on prend les séries longues sur le BIT, et les 7,4%, et les 9,4 d'avant, c'était aussi... c'est aussi le Bureau international du travail. Donc je crois que ça permet de sortir de ce débat qui est légitime, hein, qui est comment on compte qu'un demandeur d'emploi. C'est fin comme question, il n'y a pas une réponse unique. Mais là, on a une définition qui est pas contestée au plan international. Donc je pense que pour les débats un peu généraux, c'est bien de s'y repérer. Du coup, ah oui, sur les emplois courts. Ben, en fait, le CDI augmente et les emplois courts se développent selon certaines périodes. Mais en fait, je l'ai dit, hein, on a plus de 4 millions de CDI chaque année. On avait plus d'embauches en CDI chaque année. On n'a jamais connu ça avant. Et on a 86% des salariés qui sont en emploi de CDI. Donc la majeure partie, c'est CDI. Moi, mon inquiétude est plutôt sectorielle sur ce sujet-là. Parce que massivement, on a quand même le modèle du CDI qui est principal. Il se développe, notamment depuis les ordonnances, pas uniquement. Je ne vais pas tout mettre au crédit des ordonnances, mais c'est sûr que les ordonnances y ont contribué. Par contre, il y a certains secteurs qui ont tendance à fonctionner avec une majorité de salariés précaires. Ce qui est compliqué, c'est que c'est parfois des secteurs aussi sur lesquels des jeunes ont leur premier emploi et que certains jeunes ne veulent pas de CDI. C'est une évolution sociologique. Ils ont l'impression de s'engager trop long terme, ce qui est une perception, parce qu'on peut démissionner d'un CDI, mais c'est leur perception. Mais je pense qu'il y a des secteurs où il faut faire attention, parce que c'est une question de proportionnalité. L'emploi précaire, c'est souvent un pied à l'étrier d'un emploi plus stable. C'est pour ça qu'on avait fait d'ailleurs les CDI intérimaires, qui sont souvent des manières d'entrer progressivement dans l'emploi, les CDI, et aussi en matière d'insertion. Les CDI d'insertion, donc essayer de mixer cette approche. Il y a les volants d'activité qui fluctuent. Il y a des gens qui cherchent un emploi pour quelques mois, qui ne veulent pas travailler toute l'année. Donc, dans une certaine proportion, je pense qu'il y a un volant d'emploi court terme. C'est à la fois une demande sociale et un besoin des entreprises. Quand il y a un secteur qui ont fait un système, alors là, je partage votre inquiétude, parce que c'est quand même... à ce moment-là, ça devient subi et pas choisi. Et c'est toute la différence. Être en CDD ou en travail temporaire choisi, ben c'est tout à fait une modalité. Il y a beaucoup de gens qui cherchent ça. Mais il y a aussi des systèmes qui imposent ça et qui externalisent un peu le salariat sous forme de freelance subi. Et je crois que là-dessus, là, il faut être vigilant, et notamment certains secteurs d'activité, il faut faire attention. Bon, sur les CDI, vous reconnaîtrez tout de même que c'est moins protecteur qu'avant les ordonnances, avec les points évoqués avant, notamment sur la capacité à encadrer les indemnités en cas de licenciement abusif. Mais là aussi, je vais avancer. Le contrôle économique des licenciements reste du ressort du juge. On en a là aussi beaucoup parlé dans les auditions précédentes, alors même que certaines décisions sociales relèvent clairement d'arbitrage de stratégie financière. Pourquoi ne pas avoir renforcé le rôle de l'administration dans la validation des PSE pour prévenir les licenciements d'opportunité, et donc pour avoir une approche du licenciement économique qui se fait en amont plutôt qu'une fois les choses bien avancées? Alors, il faut toujours faire un choix. On ne peut pas dire au juge que c'est lui qui a le dernier mot, ce qui est le cas dans notre droit, et ce que nous n'avons pas changé, parce qu'on trouve ça tout à fait légitime. Et en même temps, dire à l'administration, vous avez plus de responsabilités dans la décision. Ça dépend des sujets. Il y a des sujets, ça doit être plutôt l'administration qui peut contrôler et arbitrer. Et il y a des sujets, c'est plutôt le juge. Mais vous ne pouvez pas donner plus de responsabilités sur le même sujet, plus de responsabilités à l'administration et plus de responsabilités au juge. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir un recouvrement. Voilà. Donc sur ce sujet-là, nous, on n'a pas modifié les lois précédentes. On a considéré que le pouvoir du juge était important, mais qu'il restait nécessaire. Je veux quand même réagir, monsieur le rapporteur, sur vos propos sur les CDI. Moi, je viens d'un territoire qui est très industriel, hein, entre 3 et 4 fois plus qu'à l'échelle nationale,
Aujourd'hui, ceux qui se plaignent de l'absence de signature de CDI, en vrai, c'est plutôt les employeurs qui me disent mais moi, je voudrais signer des CDI, mais mes salariés, comme c'est le plein emploi, ils veulent juste travailler 6 mois, faire une petite pause, aller faire un autre métier. Donc moi, je veux bien entendre vos propos qui indiquent que le CDI est moins protecteur, mais c'est pas une remarque théorique, c'est une remarque de terrain, de pratique. Je crois qu'aujourd'hui, sur certains territoires, et après il faut aussi nuancer, j'imagine que sur des territoires où le taux de chômage est à 15-18%, peut-être que les propos ne seront pas les mêmes. Mais aujourd'hui, ceux qui, quelque part, ne manquent pas de salariés chez moi, c'est plutôt les agences d'intérim auxquelles les personnes, les jeunes principalement, veulent y aller pour faire quelques missions, découvrir un peu les métiers avant de s'installer plus tard dans le CDI. Mais le CDI n'est plus, à mon sens, de ce que j'entends, l'alpha et l'oméga d'une partie de nos concitoyens. D'ailleurs, ça va dans le sens où de plus en plus aujourd'hui de banques accompagnent des jeunes à trouver un emploi, alors même qu'il n'y a plus de CDI dans le cadre familial, parce qu'ils ont bien vu que la société évolue dans ce sens-là. Donc voilà, je vais me permettre de réagir à vos propos parce que je ne les partage pas. Monsieur le Président, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Il y a une vraie évolution sociologique qui est un peu déroutante, parce que nous, on est des générations pour lesquelles, en gros, le CDI, c'est le Graal du secteur de l'emploi. Alors d'abord, le CDI est toujours autant protégé. Là, je suis vraiment en désaccord, monsieur le rapporteur, sur le fait que vous dites qu'il est moins protégé. Il n'est pas du tout moins protégé. Mais cette évolution sociologique, il y a une demande de flexibilité choisie. Pendant des décennies, pour nous, la flexibilité, c'est quelque chose, en gros, que l'entreprise imposait aux salariés. Ça existe aussi, tout à fait. Mais aujourd'hui, il y a une demande de flexibilité choisie, et non pas subie, qui est internationale. Je peux vous dire, je voyage beaucoup, on la voit partout. Beaucoup portée par les jeunes générations, mais depuis le Covid aussi, par des quadragénaires, etc., qui ont envie de faire des choix de vie différents et qui n'ont pas forcément envie de travailler de façon continue toute l'année. Il y a des exigences de temps partiel, par exemple, y compris chez les hommes, y compris pour s'occuper des enfants. Ça, je m'en réjouis. Mais il y a une demande sociale de beaucoup plus de souplesse dans les formes d'emploi. Alors peut-être qu'un jour, on inventera quelque chose qui permet de combiner le CDI et la souplesse, ce qu'on a fait un petit peu pour l'intérim et l'insertion, mais qui sont des dispositifs marginaux. Mais c'est vrai que cette attente sociale d'un cadre qui est sécurisant, mais qui ne contraint pas à, toute l'année, de façon régulière, aller au travail 35 heures par semaine, au même endroit, avec les mêmes collègues, avec le même chef, et aussi une demande de découvrir des choses, d'apprendre des choses différentes. Donc je crois que c'est une demande sociale auquel il faudra faire face dans les années qui viennent. Merci. Dernière question sur un sujet qui a aussi beaucoup occupé les travaux de cette commission d'enquête jusqu'à cette audition, qui est celui des aides publiques aux entreprises. C'était vrai lorsque vous étiez au gouvernement, c'est vrai depuis, c'était même vrai avant que vous soyez au gouvernement, il ne faut pas limiter cela à 2017, mais de nombreuses aides publiques ont été versées à des entreprises qui ont ensuite procédé à des licenciements massifs. Nous en avons eu des exemples réguliers, fréquents, ici même en audition. Est-ce que vous ne croyez pas que l'absence de conditionnalité à ces aides publiques constitue une faille dans le dispositif, en tout cas dans l'engagement de l'État pour favoriser l'emploi et pour protéger l'emploi? Alors, il me semble qu'il faut distinguer deux types d'aides publiques, qu'on sache de quelle aide publique on parle. S'il y a des aides publiques à l'investissement, à des infrastructures, à la recherche, à un plan de développement, là, je trouve que la puissance publique est assez légitime à dire, en contrepartie de ça, on veut s'assurer qu'il y a un volume d'emploi que vous allez développer dans les années qui viennent et que l'entreprise en soit comptable. Finalement, c'est une sorte de co-investissement. La puissance publique contribue aux moyens de développer l'entreprise, mais elle, son but, c'est de développer un territoire et de l'emploi. Et donc là, je pense que ça fait partie des négociations. Ça me fait penser dans un autre secteur, au moment des Jeux Olympiques, on a mis une conditionnalité pour toutes les entreprises qui allaient avoir des marchés. Et la conditionnalité, c'était 15% d'emplois en insertion.
Ça, c'est une conditionnalité positive intéressante, je trouve. La conditionnalité, ça marche mieux si on le fait en amont. C'est-à-dire au moment. Ça fait partie de la négociation de l'aide publique. Parce que la discréter après coup en disant c'est pas bien ce que vous avez fait, oui, je comprends qu'on ait envie de le dire, mais l'opérationnalité de ça n'est pas très grande. Par contre, le négocier quand il y a une aide, et ça peut être vrai pour l'aide de l'État comme pour l'aide des collectivités territoriales, qui investissent beaucoup sur les territoires pour aider des entreprises à se développer. Donc ça, je trouve que la conditionnalité, qui est du co-développement, enfin du co-investissement, a du sens. Après, si on parle des allègements de charges, c'est un autre sujet. Parce que on est... un grand expert à ma droite, mais on est dans un pays qui a quand même le taux de charge sociale le plus élevé du monde, qui s'apaise beaucoup sur le travail. Quand je dis charge, je dis les charges sociales patronales et syndicales. C'est pas vraiment un cadeau aux entreprises. C'est pour soutenir l'emploi, mais ça grève beaucoup les salaires des salariés. Parce que, en gros, si, même les charges patronales, finalement, c'est dans le coût du travail. Et le coût du travail, il est évalué en fonction de la valeur que l'entreprise reconnaît au travail du salarié. Donc, en fait, le travail du salarié, il a la valeur de son net, de son brut et du super brut payé par l'entreprise. Et donc, là, il faut avoir, je pense, une approche différente. C'est toute une approche qu'il faut avoir sur ce sujet. Mais je ne considère pas que les allègements de charges, c'est au sens strict une aide aux entreprises. C'est une forme de régulation qu'on a eue entre l'impôt et la fiscalité du travail, qui est un débat de société qu'il faut remettre sur le tapis récemment, parce qu'on l'a beaucoup aggravé depuis 20 ans, donc quand même. Donc il y a 20-30 ans, ça n'avait pas le même poids. Donc je distinguerai un peu. Sur le premier type d'aide, moi je suis tout à fait, et je pense même qu'il faut parfois négocier en amont. Parce qu'une entreprise qui fera un très gros investissement avec l'aide publique, et puis qui, 6 mois après, 1 an après, dit « Oh, bah, finalement, je laisse tomber », bah, là, il y a un problème. Au moins, elle doit... ou alors, elle doit rembourser. Mais dans le cas des charges sociales, c'est un sujet en soi, qui est l'équilibre de nos comptes sociaux et la manière dont on affecte ou ça au travail. Et je pense que ça, c'est pas du même ordre. Merci. Julien, je ne vais pas me lancer dans un débat avec vous sur les exonérations de cotisations etc. Mais je vais essayer de finir sur un point d'accord pour faire consensus. Vous évoquez, je suis d'accord avec vous, l'idée que si conditionnalité il doit y avoir, ce qui est plutôt mon penchant, elle est plus efficace si elle intervient avant le versement de l'aide publique. Mais dans le cas où cette conditionnalité n'est pas respectée, est-ce que vous trouveriez légitime que la puissance publique demande le remboursement d'un certain nombre d'aides publiques à des entreprises qui ont reçu des aides publiques, ont distribué des dividendes à leurs actionnaires et ont licencié massivement dans le même temps? D'abord, est-ce qu'ils ont... Enfin, il y a plein de... Il faudrait rentrer dans le détail, parce que d'abord, il faut que ce soit légal. Une fois qu'il y a une aide publique qui est versée, elle appartient à l'entreprise. Donc, il faut quand même un dispositif juridique qui le permette. Et puis, par ailleurs, si elle licencie par ailleurs dans une entité qui n'a rien à voir, là, on revient à la discussion de tout à l'heure. Là, il faut que ce soit vraiment sur le même objet. Je pense réellement aux aides notamment à des gros investissements ou à des infrastructures liées à des gros investissements. Et là, l'entreprise, elle a une vision moyen-long terme sur ce sujet-là. Donc, qu'il y ait une certaine forme de rétrocession ou de compensation ou de mise à disposition des infrastructures pour d'autres entreprises, enfin, ça peut prendre des tas de formes. Je pense que ça vaut le coup d'explorer ces sujets-là. Parce que finalement, c'est l'intérêt à la fois de la puissance publique et de l'entreprise de co-investir sur des gros investissements pour développer des territoires et développer des emplois. Mais du coup, il y a un peu ils sont solidairement responsables. Sur les aides conditionnées, vous posez la question, savoir s'il faut les conditionner. Mais à l'heure actuelle, j'aimerais bien que vous puissiez me donner la liste d'aides qui ne sont pas conditionnées. Par défaut, elles sont toutes conditionnées. Le crédit d'impôt recherche n'est pas attribué sans aucun élément. Donc, je serais vraiment preneur, monsieur le rapporteur, d'un peu plus d'éléments sur la conditionnalité des aides, parce que finalement, elles sont liées à une dépense très souvent dans le système français.
Je serais ravi d'être auditionné par vous, Monsieur le Président. Nous avons là un exercice intéressant. Moi, je me fonde sur ce que nous a dit à cette même place la Cour des comptes, qui nous a dit, de fait, les aides publiques dans notre pays ne sont pas conditionnées, pas contrôlées, pas plafonnées, et que la condition de façade, sans contrôle derrière, elle n'est pas une condition réelle. Nous avons eu dans des auditions ici d'entreprises qui ont eu du crédit impôt recherche et qui ont délocalisé une part de leur recherche et développement. Ça montre que la conditionnalité, quand elle peut exister, elle existe de façade. Et en l'occurrence, on a un certain nombre de dispositifs. On a parlé du crédit impôt recherche, on aurait pu parler du CICE qui a été transformé depuis, mais qui c'était d'ailleurs l'objet des débats à l'époque, qui n'était pas conditionné. Donc j'aurais plaisir à aide par aide à vous démontrer, Monsieur le Président, l'absence de conditionnalité, rejoignant en cela évidemment les propos de la Cour des comptes qui nous invitait, avec son vocabulaire à elle et sa réserve à elle, mais qui nous invitait, en tout cas c'est comme ça que j'ai perçu son audition, à être plus rigoureux vis-à-vis de l'argent public en matière d'aide publique que nous ne le sommes aujourd'hui. Sur le crédit d'impôt recherche, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une aide liée aux dépenses liées à la recherche. Et de par défaut, s'il y a un crédit d'impôt, c'est sur une dépense qui est engagée. Et s'il y a des licenciements, la dépense engagée baissera et le crédit d'impôt recherche baissera de façon proportionnée à la baisse. Donc c'est pour ça que j'ai toujours du mal sur l'objectif. Mais on n'est pas non plus pour débattre entre nous. On le fera peut-être une fois l'ensemble des auditions passées. Vous êtes ravis, bien sûr, Madame la Ministre. Et pour conclure, j'y ai parlé dessus tout à l'heure, mais je répète, aujourd'hui, on a un petit sujet sur l'ensemble des dépenses des entreprises. On a un livre très connu qui dit qu'aujourd'hui, c'est 54 € qui restent aux salariés sur 100 €, 70 pour le capital, 80, si je ne me trompe pas, vous me le dites, je crois que c'est 86 pour les retraites et 94 pour l'héritage. Donc je crois que là, c'est bien ça, on est d'accord sur les chiffres. Voilà, c'est bien là, à mon avis, le nerf de nos discussions. Et je crois que c'est le sujet prépondérant. Il y avait 3 propositions que je n'aborderai pas aujourd'hui, mais je crois qu'on a un vrai sujet sur la TVA, sur l'héritage, etc., etc. Mais on ne va pas ouvrir le débat. Madame le ministre, monsieur, je vous remercie pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Je vous informe que vous pouvez adresser au rapporteur tout document ou information que vous jugerez utile aux travaux de la commission. Je vous remercie encore une fois. La séance est suspendue. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur.